Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette première vidéo qui fera partie d'une série de vidéos concernant le module géorisque. Dans cette première vidéo, on va voir la première partie du premier chapitre qui est une introduction au module dans lequel on va parler des grands traits des catastrophes naturelles et de certains paramètres des risques naturels. Nous allons aussi voir quelques éléments de la gestion du risque, des risques qui menacent la population afin d'éviter ou de minimiser les dégâts qui peuvent être occasionnés par les manifestations extrêmes des phénomènes naturels. La surface de la Terre est l'environnement vivable de l'homme et des autres êtres vivants. Les conditions de vie et d'existence de ces êtres vivants dépendent des processus environnementaux qui se produisent à la surface de la Terre. Ces processus sont les résultats de la dynamique de la Terre. On sait que la Terre développe deux dynamiques, une dynamique interne liée au refroidissement et à la dissipation de sa chaleur interne et une dynamique externe liée à la rotation de la Terre autour d'elle-même et autour du Soleil. Ces géodynamiques se manifestent à la surface de la Terre par différents phénomènes environnementaux qui peuvent être atmosphériques, hydrologiques et lithologiques. Commençons par les effets et les manifestations de la géodynamique interne sur la surface de la Terre. La croûte terrestre est rigide et elle est morcelée en un certain nombre de plaques lithosphériques d'une centaine de kilomètres en moyenne. Ces plaques rigides se déplacent sur le manteau plus ductile. Le déplacement se fait par les transferts de chaleur du noyau vers la surface de la Terre. Ces transferts sont liés à la dissipation de la chaleur interne de la Terre. Ces transferts provoquent la convection dans les matériaux du manteau. Des courants de convection affectent le manteau et provoquent le déplacement des plaques. Dans les zones d'éloignement des plaques, l'amincissement de la croûte provoque la diffusion partielle du manteau à la plombe de la dorsale médio-océanique et donne des laves qui jaillissent d'une manière effusive et fluide. Ce type de volcanisme, on le rencontre aussi bien au niveau des dorsales médio-océaniques, au niveau des rifts continentaux, mais aussi au niveau des points chauds. Ils ne sont pas des zones d'éloignement des plaques. Dans les zones de rapprochement, l'épaississement de la croûte provoque des accidents et des failles et provoque aussi la fusion partielle des croûtes, de la croûte continentale et de la croûte océanique qui plongent. Il provoque donc la remontée de magma riche en gaz et qui donne un volcanisme explosif. Ces magmas de très haute température peuvent chauffer les nappes d'eau souterraines. Lorsque ces magmas n'arrivent pas jusqu'en surface, ils chauffent les nappes d'eau souterraines et entraînent le jaillissement des eaux chaudes sous forme de geysers. L'eau retombe et se réinfiltre en profondeur, puis il se réchauffe de nouveau et rejaillit encore. Certains geysers ont des périodes bien précises. Au niveau des limites de plaques lithosphériques, le mouvement généré par les courants de convection dans le manteau est continu et souple du fait de la ductilité du manteau dans la partie supérieure de la croûte. La température étant trop basse, les roches ne sont pas aussi ductiles qu'en profondeur. Elles sont rigides et le mouvement n'est pas aussi souple. La lithosphère se casse et une multitude de cassures et failles peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres affectent les régions voisines des limites des plaques lithosphériques. Les mouvements entre les compartiments de ces failles ne sont pas continus. La rigidité des roches fait que les aspérités présentes dans les miroirs de failles accrochent et les failles restent bloquées pendant de longues périodes. La région de la faille bloquée se déforme progressivement, se charge d'énergie jusqu'à ce qu'elle cède brutalement, coulissant sur toute sa surface et rattrape le retard en mouvement des plaques. C'est la rupture sismique qui relâche les contraintes tectoniques et provoque des séismes qui se manifestent en surface par un ébranlement brutal ou par une suite de secousses ou de vibrations qui peuvent présenter des amplitudes de plusieurs décimètres, voire quelques mètres, provoquant des dégâts très importants, aussi bien matériels qu'humains, et qui peuvent être des catastrophes naturelles désastreuses pour les séismes les plus importants.
Qu'en est-il des phénomènes environnementaux qui ont pour cause les manifestations à la surface de la Terre de sa dynamique externe? Si on regroupe toute l'eau qui se trouve à la surface de la Terre, qui a un diamètre d'environ 12 756 km, on obtiendrait une boule d'environ 1400 km de diamètre. Si on regroupe tous les gaz se trouvant dans la couche la plus basse de l'atmosphère, qui s'appelle la troposphère, qui a une épaisseur de 10 km en moyenne, et dans laquelle se déroulent les principaux processus météorologiques, on obtiendrait une boule de environ 2000 km. Ce sont donc ces deux boules d'eau et d'air étalées sur la surface de la Terre et leur mouvement ou les courants qui les affectent qui sont responsables de tous les processus de la géodynamique externe. Les courants que subissent l'eau et l'air à la surface du sol sont liés à la température et à la pression. Ces grandeurs sont contrôlées par l'irradiation solaire qui elle-même est liée à la rotation de la Terre autour d'elle-même et autour du Soleil. Lorsque la température est élevée à certains endroits, l'air se détend et la pression s'affaiblit. Alors que dans les zones froides, l'air se crispe et la pression augmente, provoquant la dispersion de l'air vers les zones à pression faible. La circulation générale des masses d'air est en plus liée à la rotation de la Terre. Dans les endroits à haute température et à pression basse, les vents amènent les masses d'air chargées en nuages et provoquent des perturbations atmosphériques, dont des précipitations, qui sont indispensables pour les êtres vivants, aussi bien animaux que végétaux. Les intensités des précipitations peuvent être tolérables, mais peuvent parfois être très intenses et même catastrophiques, mais aussi être destructrices et provoquer des catastrophes désastreuses avec des dégâts aussi bien humains que matériels très importants. Sous haute pression, l'air se crispe et le vent chargé en nuages n'y arrive pas. Le ciel reste bleu. Si ces conditions anticycloniques se prolongent sur de grandes périodes, il n'y a pas de précipitations et les végétaux sont très rares. Dans ces régions, lorsque les conditions météo se perturbent, les précipitations tombent sous forme d'orages et provoquent des écoulements très importants et très agressifs vis-à-vis des sols qui ne sont pas protégés par la végétation et qui subissent une très forte érosion. Les épisodes pluvieux peuvent se transformer en processus hydrologiques très importants. Des crues torrentielles peuvent provoquer des inondations catastrophiques là aussi et les dégâts sont très importants. La dynamique externe se manifeste aussi par les transformations des matériaux rocheux. Ils sont cohérents et durs, mais ils se transforment en matériaux friables et meubles qui sont mobilisables pour l'érosion. À une échelle plus grande et sur des périodes plus longues, cela peut aboutir à l'aplanissement des chaînes de montagnes et à leur pénéplanation. En plus de ces processus qui sont étalés dans le temps, les processus de la dynamique externe peuvent être instantanés et spectaculaires, comme les mouvements de masse, qui peuvent aussi être catastrophiques et être source de dégâts matériels et humains importants. La surface de la Terre offre donc aux êtres vivants les conditions nécessaires à leur survie. Mais les phénomènes environnementaux qui s'y déroulent se manifestent parfois d'une manière extrême et destructrice pour les êtres vivants et les risques les menacent constamment. Ainsi, un cours d'eau et une falaise peuvent être le siège d'une cascade douce et apaisante. Les cascades d'Ouzoud au Maroc, par exemple, présentent des paysages très attrayants, mais lors des crues de l'Oued Ouzoud, le même endroit peut devenir menaçant et beaucoup de dégâts humains et matériels peuvent s'y produire. Comme la Terre peut être source de vie, elle peut aussi être responsable de la mort et de la destruction. Des phénomènes naturels
comme les séismes, les tsunamis, les volcans, les sapements de berges et de falaises, les inondations, les mouvements de masse, les sécheresses, les instabilités de versants et les chutes de blocs et de pierres à partir des falaises. D'autres phénomènes encore comme les orages, les ouragans, les affaissements et les effondrements, l'érosion des sols peuvent constituer des causes de catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles sont les effets dommageables, plus ou moins violents, intenses, voire paroxysmiques, parfois durables du cours normal d'un phénomène lithologique, atmosphérique ou hydrologique naturel. Ce phénomène est généralement ignoré ou bien mésestimé et ou mal prévenu. Les catastrophes naturelles sont donc des phénomènes environnementaux naturels qui font beaucoup de dégâts, humains et matériels. L'ampleur des dégâts provient de la méconnaissance par les populations des conséquences que peuvent provoquer les manifestations extrêmes des phénomènes naturels. Ils peuvent provenir de leur mésestimation ou bien de leur mauvaise prévision et prévention. Les manifestations extrêmes des phénomènes environnementaux sont toujours susceptibles d'être dangereuses. On ne peut pas les maîtriser, mais la plupart de leurs effets peuvent être sinon évités, du moins limités et minimisés par des actions de prévention et de protection, une gestion rationnelle de la crise après l'occurrence de l'événement, des études scientifiques sérieuses du phénomène naturel en cause et de la vulnérabilité des personnes, des aménagements et des ouvrages construits. Les catastrophes naturelles sont très diverses tant par leur étendue géographique que par leur échelle de temps. Il existe plusieurs bases de données qui recensent les catastrophes naturelles dans le monde et les dégâts qu'elles engendrent. Les principales sont la base du CRID, Université de Louvain en Belgique, considérée comme une référence en matière de base de données sur les catastrophes naturelles, la base de données Relief Web, tournée vers l'humanitaire, la base CatNat, qui est une base de données française qui recense l'intégralité des événements survenus dans le monde, tout péril confondu, depuis le 1er janvier 2001. Elle est mise à jour selon une périodicité annuelle avec une version en ligne qui référencie les événements en temps réel. Les bases de données des réassureurs Swiss Re et Munich Re. Plusieurs autres sites web s'intéressent aux risques naturels de différents points de vue, sur les sciences, biodiversité, et rapportent de façon active les catastrophes autour du monde, ou qui s'intéressent aux catastrophes locales propres à certains pays. Selon le site Wikipédia, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, UNSDIR, souligne qu'à l'échelle mondiale, on recense annuellement environ 1 millier de grandes catastrophes naturelles. Le changement climatique est le principal responsable du doublement des catastrophes naturelles en 20 ans. Les inondations et les tempêtes cycloniques ont été les catastrophes les plus fréquentes au cours des décennies 2000 et 2010. Mais sans oublier que les catastrophes qui ont fait le plus de victimes sont des tremblements de terre. Celui de 2004 en Thaïlande avec le tsunami qui a suivi, mais qui a fait plus de 220 000 victimes, et le tremblement de terre de 2010 en Haïti, qui a fait presque 140 000 décès. Pour la décennie 2020, l'ONU estime que le plus grand problème sera les vagues de chaleur, bien sûr qui influencent le climat, dont les événements de perturbations atmosphériques devenant de plus en plus intenses avec des précipitations sous forme orageuse très agressives vis-à-vis des sols supports de la végétation ou provoquant des inondations catastrophiques et meurtrières. Ces perturbations sont aussi accompagnées avec de plus en plus d'événements cycloniques, plus fréquents et plus intenses. Les processus environnementaux, atmosphériques, hydrologiques ou lithologiques, qui se produisent généralement de manière supportable par les êtres vivants, mais dont les manifestations extrêmes peuvent être dangereuses et catastrophiques, sont désignés sous le terme d'aléa. Un aléa. Un aléa, c'est tout processus environnemental naturel qui se produit généralement de façon supportable ou même harmonieuse avec les êtres vivants,
mais qui peut parfois se manifester de façon extrême et provoquer des catastrophes causant des sinistres ou même des désastres. Par exemple, un cours d'eau est un élément nourricier d'une nature paradisiaque, mais son écoulement apaisant peut se transformer en crue torrentielle destructrice et meurtrière. Ou bien, un versant peut être le siège d'une vue panoramique superbe du paysage. Mais ce versant peut devenir un piège meurtrier s'il est affecté par un glissement ou un écroulement de masse. Il est possible de définir la manifestation extrême d'un aléa à partir d'un seuil donné, mais l'évaluation de l'aléa ne renseigne pas sur les dégâts éventuels ou sur les conséquences catastrophiques possibles parce qu'il faut qu'il y ait des enjeux qui seront affectés par cette manifestation extrême. L'aléa est caractérisé par trois composantes. Une composante spatiale qui est la susceptibilité, c'est-à-dire l'emplacement où se produit la manifestation extrême de l'aléa. Plus on est loin de l'endroit où se produit cette manifestation extrême, moins on est exposé à ces dangers. La deuxième composante, c'est la composante quantitative, qui est la magnitude de l'intensité des manifestations, c'est-à-dire l'importance de ces manifestations extrêmes du phénomène. C'est une grandeur mesurable qui va du comportement normal du phénomène supportable par les êtres vivants au comportement dangereux, voire meurtrier et destructeur. La troisième composante, c'est la composante temporelle, qui est la probabilité d'occurrence. Les événements intenses d'un phénomène environnemental sont généralement répétitifs. Donc, l'historique des événements pourrait aider à déterminer une probabilité d'occurrence des manifestations extrêmes, en se basant sur des caractéristiques temporelles ou cycliques des phénomènes déclenchants. Exemple d'aléas ou de phénomènes potentiellement dangereux, une falaise de roches dures est toujours le siège de chutes de pierres ou de blocs de différentes tailles. C'est donc un aléa qui peut de temps en temps se manifester de façon extrême avec des chutes de blocs énormes de plusieurs centaines, voire milliers de tonnes. C'est un aléa qui peut devenir dangereux si à l'emplacement de l'impact des retombées de blocs, il y a des personnes et leurs biens. On parle des enjeux qui sont menacés par de telles manifestations extrêmes de cet aléa. Les enjeux sont donc tous les hommes, les biens, les aménagements, les ouvrages et les activités, ainsi que les milieux dans lesquels ils vivent. Ce sont donc les éléments exposés aux manifestations extrêmes de l'aléa. Les phénomènes sont naturels, mais les risques sont humains. Tant qu'il n'y a pas d'enjeux qui viennent s'exposer aux chutes de pierres et de blocs, c'est un phénomène naturel sans enjeu. Mais si des êtres vivants viennent s'installer et s'exposer à cet aléa, cela donne un risque qui peut conduire à une catastrophe. L'importance des dégâts humains et matériels dépendra de la magnitude de la manifestation extrême de l'aléa, mais aussi de la vulnérabilité des enjeux. Nous arrivons à la fin de cette première vidéo. Dans la vidéo suivante, nous continuerons à développer le chapitre géorisques et catastrophes naturelles. Nous verrons notamment d'autres paramètres des risques naturels ainsi que les éléments de gestion des risques naturels. Je vous remercie.